Alors, c'est une question extrêmement importante de savoir si la Russie nous déteste. Je dirais presque qu'il faudrait renvoyer la question dans l'autre sens. Est-ce que nous avons aussi tellement détesté les Russes qu'ils nous en veulent? Je dirais qu'il y a un contentieux énorme entre la Russie et l'Occident qui repose sur plusieurs points idéologiques, culturels, historiques, stratégiques. Premièrement, il y a, d'un point de vue historique et idéologique, cette Union soviétique qui était quand même dirigée en partie par des Russes, et donc on l'assimile souvent les deux, qui nous a détestés, qui a appris à saper nos valeurs, qui finançait des mouvements anti-occidentaux pendant des décennies. Pendant des décennies, à l'intérieur, le russe était abreuvé d'une idéologie anti-occidentale et la Russie agissait contre l'Occident, et vice-versa, bien sûr. Et donc il y a forcément des relents de cet anti-occidentalisme. Deuxièmement, je dirais qu'il y a un amour déçu. Un amour déçu, je m'explique, quand la Russie n'a plus été soviétique, après Gorbatchev et le début de la période Helsinki dans les années 90, l'Occident apparaissait comme un Eldorado, le peuple russe et même les élites russes voulaient rentrer dans un système occidental, mais l'Occident a plutôt réfléchi dans des termes qui ont été considérés comme une humiliation. Les Occidentaux se sont dit, les Russes ont perdu la guerre froide, on n'a pas à leur faire de concessions, on n'a pas à leur tendre la main ni à accepter leurs mains. Ils ont été vaincus. Et du coup, on va étendre nos positions vers la Russie. Elle n'est pas en moyen, elle n'est pas en mesure de négocier. Et cet amour déçu, doublé d'une humiliation et un sentiment de trahison, a été terrible. Il a fait naître en Russie un courant très anti-occidental. On leur a tendu la main, on a annulé le pacte de Varsovie, on a voulu devenir occidentaux. Ils en ont profité pour nous encercler et étendre leur dispositif, Union européenne, puis l'OTAN, un peu partout, jusqu'à nos portes. Et ensuite, il y a bien entendu l'Église orthodoxe, des penseurs comme Douguine, Alexandre Douguine. Il y a aussi un anti-occidentalisme politico-religieux, idéologique et nationaliste qui monte de plus en plus en Russie en réaction à ces années d'extension de l'OTAN et des missiles de l'OTAN tournés contre la Russie. Il y a eu tout un courant qui à l'époque était marginal, comme le courant d'Alexandre Douguine, le courant eurasien, qui pense que la Russie doit être anti-occidentale, se couper de l'Occident et aller voir vers le reste du monde multipolaire. Ce courant-là, anti-occidental, a été nourri de tout ce que j'appelle le malentendu Russie-Occident depuis 30 ans, qui est le fruit du fait que nous n'avons pas considéré la volonté russe de rentrer dans un système occidental. On a considéré, elle est méprisée, elle est considérée comme non occidentaux, voire comme ennemi, mais un ennemi méprisable avec qui on n'avait pas à faire de concessions. Je pense que le risque de Troisième Guerre mondiale, si on l'entend, Troisième Guerre mondiale, un conflit généralisé aux grands pays du monde qui comptent, qui nous rappelle les Première et Deuxième Guerre mondiale, avec pourquoi pas un volet nucléaire, beaucoup pensent à la Troisième Guerre mondiale nucléaire, il y a assez peu de risques. Assez peu de risques, il faut rester calme, il faut rester prudent aussi, mais même s'il faut rester calme et qu'il y a peu de chances, peu de risques que ça soit le cas, il est certain qu'on n'a pas affaire à un petit acteur. Ce n'est pas l'Irak ou l'ex-Yougoslavie ou la Somalie ou même l'Afghanistan ou même la Libye ou même encore la Syrie. C'est un pays qui a 6500 têtes nucléaires, un homme à sa tête qui a cet amour déçu, qui veut prendre une revanche, que certains considèrent ayant changé, d'autres disent qu'il est fou, moi je ne pense pas, je pense qu'il est radicalisé. Et quand on a un ours radicalisé, un ours blessé, mais encore capable de donner des gros coups de griffe, ou alors un sanglier qui est dans un coin, les chasseurs le connaissent, il faut faire extrêmement attention, c'est là qu'il peut être très dangereux. Je pense donc qu'effectivement, il y a des risques de dérapage, mais ces risques de dérapage, qui sont là depuis des années, hein, l'OTAN et la Russie sont à couteau tiré depuis des années, ce risque peut être évité si nous savons être intelligents, inventifs, et si on sait être dans le dialogue, comme l'a très bien dit Nicolas Sarkozy, plutôt qu'être dans une position de principe qui signifiera la guerre. C'est le dialogue ou la guerre totale. Je pense que Nicolas Sarkozy a tout à fait raison, car, je le répète, nous ne sommes pas en face d'un bloc fragile au point de pouvoir nous permettre de ne lui donner aucune porte de sortie. Il va falloir donc être très inventif pour sortir
de ce pétrin. Nous sommes dans une sorte de pétrin parce que l'Europe s'est élargie à l'Est. Et quand on s'élargit à des pays qui ont des problèmes, on doit assumer les problèmes de ces pays. Si nous n'étions pas élargis jusqu'à l'est de l'Europe, il n'y aurait aucun problème puisque les Polonais, les Tchèques, les Roumains ne nous auraient pas demandé à durcir le ton face aux Russes et on n'aurait pas de contentieux. Mais aujourd'hui, l'Union européenne a intégré dans son sein des pays qui ont un gros contentieux avec la Russie et c'est plus ou moins toléré. Ça ne plaît pas aux Russes, mais c'était plus ou moins toléré. Mais la ligne rouge, c'est l'Ukraine. Si l'Ukraine et la Géorgie rentrent un jour dans l'Union européenne, ou si nous ne savons pas donner des garanties aux Russes pour que l'Ukraine et la Géorgie ne rentrent jamais dans l'OTAN, et si possible pas dans l'Union européenne, puisque l'organisation de défense de l'Union européenne, c'est l'OTAN, alors un risque de déflagration ou de conflit récurrent, régulier, qui reviendra tout le temps avec l'Union européenne, sera là. Et si l'Ukraine un jour est dans l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui deviendra l'ennemi direct de la Russie. Nous serons en guerre avec la Russie, c'est-à-dire nous, ce sera l'Union européenne. Donc il ne faut surtout pas élargir plus l'Union européenne et l'OTAN à des pays comme l'Ukraine et la Géorgie. Je pense que les pistes pour sortir de ce schéma aujourd'hui, qui est un schéma, on a quelqu'un qui a des rapports de force qui ne compte que sur la force, c'est la diplomatie 19e siècle, on négocie en même temps que l'on montre des rapports de force par la guerre, et de l'autre côté, on a un bloc qui fait la guerre par la diplomatie, mais surtout par l'économie. Donc c'est une guerre, en fait, pour l'instant, qui est asymétrique, et il va falloir trouver des dossiers de déconfliction, de désescalade. Les Européens sont tellement arc-boutés dans leur position, à juste titre, bien sûr, il ne s'agit pas de nier le malheur des Ukrainiens et le fait que la Russie est l'agresseur. Mais une fois qu'on a dit que la Russie est l'agresseur, le méchant, et les Ukrainiens, les agressés, les gentils, on n'a pas des bases de négociation. Pour négocier, il faut lâcher un peu, même si ça paraît moralement inadmissible, et c'est moralement inadmissible. L'Ukraine a le droit de préserver ses frontières telles qu'elles furent reconnues par la Russie en 1991, en échange du retrait des armes nucléaires, etc. Aujourd'hui, malheureusement, on a une Russie déterminée, capable d'aller très loin et de résister pendant plusieurs années au pire des embargos occidentaux. Donc nous sommes condamnés à trouver un médiateur, puisque nous ne pouvons pas négocier, les Européens ne sont pas en mesure de négocier, et ils ne veulent pas, par principe, avoir l'air de céder, parce que les Européens ont peur que la Russie aille plus loin dans les jours ou les mois ou les années qui viennent. Donc là, c'est une situation de blocage total. On ne peut même pas proposer des pistes de sortie que nous jugeons moralement inacceptables et comme signe de faiblesse. Nous sommes obligés de faire appel à des médiateurs extérieurs, ou des médiateurs extérieurs encore mieux vont faire des propositions de médiation. C'est ce qui s'est passé avec M. Bennett, le Premier ministre israélien. À mon avis, a eu une très très bonne initiative en rompant le Shabbat, en prenant son avion du Mossad pour aller directement parler 3 heures avec M. Poutine. Ensuite, il en a rendu compte au chancelier allemand Scholz. Il s'est passé quelque chose de très très intéressant. On a quelques pistes tout de même, et grâce à cette médiation qui venait d'un élément neutre, car Israël est avec le peuple ukrainien, a fait beaucoup d'humanitaire, est intervenu également pour aider les juifs ukrainiens qui ont des liens avec Israël, mais Israël n'a pas voulu juger. Elle n'a pas voulu venir avec un argument d'autorité morale, car en négociation, même si l'autre est objectivement l'agresseur, en négociation, ça ne marche pas comme ça. C'est comme les négociateurs du RAID ou du GIGN, ils ne commencent pas à dire tu es un sale terroriste, on va t'éliminer, dépose les armes. Non, ils essaient d'avoir une sorte d'empathie qui peut être moralement inacceptable. Mais c'est comme ça que ça marche, le dialogue. Et donc Bennett est arrivé dans une position de non-jugement, typique des déconflictuations et des déconflictions, et il a proposé un sommet à Jérusalem, capitale symbolique des 3 religions. Il y en a au moins 2 ou même 3 en Ukraine, puisqu'en Ukraine, il y a des catholiques qui sont très remontés contre les orthodoxes, et il y a des juifs qui sont entre les deux. Donc, capitale des 3 religions, où ces 3 religions sont représentées, à Jérusalem, M. Bennett a lancé l'idée d'un sommet où on pourrait mettre sur la table tout ce qui ne va pas et tout ce qui pourrait un peu mieux aller, et Poutine n'a pas dit non. De son côté, Zelensky, le président ukrainien, même s'il reproche à l'Europe d'avoir été un peu trop molle, a quand même dit qu'il était prêt à faire des concessions, notamment parler du statut de la Crimée, voire du statut spécial du Donbass, ce qui revient à ce qu'il n'a pas voulu appliquer
et qui est l'origine aussi, l'une des origines de cette guerre, les accords de Minsk. Zelensky a dit également qu'il était prêt à ne plus mettre sur la table une volonté d'adhérer à l'OTAN, en gros de renoncer, il n'a pas dit comme ça, mais il est prêt pratiquement à renoncer à l'OTAN. Et tout cela sont des acquis assez intéressants. Et donc peut-être que ce sommet à Jérusalem pourrait être une piste de déconfliction qui ferait entrer des acteurs ukrainiens et russes, et en même temps des acteurs russes et alliés, et de l'autre côté occidentaux et alliés, dans un grand sommet qui va poser les dimensions locales, nationales, internationales et globales du problème, car il y a plusieurs échelons du problème. Je ne sais pas si on va construire un nouvel ordre mondial, mais ce qui est certain, c'est que la Russie, la Chine et l'Inde, qui est restée neutre, ainsi que le Brésil, qui est resté neutre, donc les BRICS, adeptes d'un monde multipolaire, il y a un certain nombre de sociétés dans le monde qui ne veulent pas des valeurs occidentales, qui ne veulent pas des valeurs occidentales jugées dangereuses. C'est d'ailleurs un des contentieux qu'on a avec la Russie. La Russie voit l'expansion des valeurs occidentales comme un danger mortel pour leur système, leur nationalisme et le pouvoir de M. Poutine. Pareil en Chine, pareil en Inde. Bolsonaro pense la même chose également au Brésil, alors qu'il est plutôt pro-occidental. On voit bien qu'il y a une requête de multipolarisation qui n'a pas été acceptée parce que les Occidentaux veulent rester les maîtres du monde. Ils ont les moyens de paiement, l'économie la plus performante, jusqu'à encore quelques temps avant que la Chine les double totalement, mais ils ont l'impression d'être encore les maîtres du monde, et les Occidentaux n'ont pas voulu instaurer un système mondial fondé sur un peu plus de décentralisation, dans lequel on laisserait à des pays des zones d'influence, et on n'irait pas trop mordre sur leurs zones d'influence, et ça va être très difficile. C'est très compliqué de passer d'un monde où les plus forts vont devoir renoncer à une part du gâteau. Mais Vilfredo Pareto, le grand sociologue et économiste, disait quand il n'y a pas une circulation des élites acceptée, les nouvelles élites concurrentes peuvent prendre de manière plus violente leur part du gâteau. Donc il est intéressant de voir que l'ordre international doit être rediscuté, et l'Occident doit peut-être renoncer à son unilatéralisme, son égocentrisme, ou plutôt son occidentalocentrisme, et ne pas vouloir que le monde ait forcément toujours ses valeurs. Et c'est l'un des sujets d'achoppement avec la Russie. La Russie voit l'Ukraine occidentalisée ou occidentalisable comme un futur tremplin d'un modèle libéral, libertaire, démocratique occidental qui est mortel pour la civilisation russe, pour l'orthodoxie, pour l'Église orthodoxe, mais aussi pour le pouvoir de M. Poutine. Et ça, on a le droit de dire que c'est illégitime. On a le droit de dire que la démocratie, c'est mieux, et que les pays illibéraux devraient adhérer à notre système un jour. Mais ce n'est pas réaliste, et ça peut être un facteur de conflit. Aujourd'hui, des belles idées peuvent être à l'origine de conflits.